Le jour où l'armée d'Hitler découvrit que les Américains ne s'arrêtaient jamais, 16 décembre 1944, 05h47, forêt des Ardennes, Belgique, 52-12 N, 5°47 E. Le lieutenant-colonel Joachim Peiper, 29 ans, originaire de Berlin, observe à travers ses jumelles Zeiss 7 Echo 50 un spectacle qui défie toute logique militaire. Devant lui, la 99e division d'infanterie américaine devrait être anéantie. Son Kampfgruppe Peiper, composé de 4800 hommes et 600 véhicules blindés, vient de pilonner leur position pendant 3 heures avec 1200 obus d'artillerie de 105 mm. La température est de 12 degrés. La visibilité, 400 mètres dans le brouillard glacé. Selon tous les manuels de guerre qu'il a étudiés à Bad Tölz, l'ennemi devrait battre en retraite. Mais les Américains font quelque chose que Peiper n'a jamais vu en 3 ans sur le front de l'Est. Ils construisent des fortifications en plein bombardement. Ils ne reculent pas d'1 mètre. Peiper baisse ses jumelles et murmure à son adjudant, le Hauptsturmführer Werner Sternebeck, 26 ans de Munich. Ils ne comprennent pas qu'ils sont censés perdre. Dans exactement 90 secondes, cette incompréhension allemande coûtera 847 vies. Dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné. Ce matin du 16 décembre marque le début de l'opération Wacht am Rhein, la dernière grande offensive allemande à l'ouest. Hitler a parié 250 000 hommes, 1400 chars et 2000 pièces d'artillerie sur une idée folle. Traverser les Ardennes en 3 jours, atteindre Anvers en 1 semaine, couper les armées alliées en 2. Le Führer, depuis son bunker de Ziegenberg, a personnellement dessiné les flèches rouges sur la carte d'état-major. Il a calculé que les Américains, ces soldats citoyens sans tradition militaire prussienne, s'effondreraient sous le choc initial. Il s'est trompé sur un détail fondamental. Les Américains ne combattent pas comme les Européens. Ils combattent comme une machine industrielle. Quand un Allemand perd un char Panther, il faut 6 semaines pour le remplacer. Quand un Américain perd un Sherman, 3 autres arrivent par cargo en 72 heures. Peiper le sait, mais il espère que la vitesse compensera la quantité. Le Kampfgruppe Peiper est l'unité d'élite choisie pour percer jusqu'à la Meuse. Peiper lui-même est un vétéran décoré, portant la croix de chevalier avec feuilles de chêne. Ces hommes conduisent les derniers Panther AOSF, G sortis d'usine, armés de canons KWK-42 L70 de 75 mm, capables de percer 140 mm d'acier à 1000 mètres. Ils transportent aussi 0,000 litres de carburant volés aux dépôts américains capturés en France. Le plan est simple, rouler jour et nuit, ne jamais s'arrêter, atteindre Huy avant que les Américains comprennent ce qui se passe. C'est une course contre la montre, pas contre les soldats américains, mais contre la chaîne logistique américaine. 8 semaines plus tôt, le 18 octobre 1944, au quartier général du Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force à Versailles, le général Dwight D. Eisenhower, 54 ans du Kansas, avait reçu un rapport inquiétant de son service de renseignement. Les Allemands concentraient des réserves derrière les Ardennes. Le colonel Oskar Koch, chef du renseignement de la 3e armée de Patton, avait compté 24 divisions réapparaissant mystérieusement sur les cartes. Eisenhower avait ordonné une augmentation des réserves, mais personne ne croyait vraiment à une offensive majeure allemande. L'Allemagne était à genoux, elle avait perdu 500 000 hommes depuis le débarquement. Ces villes brûlaient sous 200 tonnes de bombes alliées par jour. Pourquoi attaquer maintenant? La réponse était dans les chiffres de production. En novembre 1944, les usines américaines avaient produit 2247 chars Sherman, les usines allemandes, 287 Panthers et 79 Tigers. Les États-Unis avaient mis en ligne 8 millions d'hommes en Europe. L'Allemagne raclait ses dernières réserves. Des gamins de 16 ans et des hommes de 45 ans. Mais Hitler avait un avantage temporaire, le secret, et 72 heures de mauvais temps prévus, clouant au sol l'aviation alliée. Sans les 3000 bombardiers et chasseurs américains qui détruisaient systématiquement tout ce qui bougeait de jour, les Panzers pouvaient peut-être gagner une bataille. Peut-être. Le lieutenant Walter Model, 22 ans,
conducteur d'un Panther du 1er SS Panzer Regiment, n'avait jamais combattu contre les Américains. Natif de Stuttgart, il avait passé 2 ans sur le front de l'Est, détruisant 11 chars soviétiques T-34. Les Américains, on lui avait dit, étaient plus faibles, mal entraînés, dépendants de leur matériel. Ils abandonnaient leur position dès que les munitions manquaient. Model croyait ces histoires. Il allait apprendre différemment. Face à lui, sur la crête de Elsenborn, le Private First Class James Larson, 19 ans de l'Iowa, creusait sa 3e foxhole de la nuit. Larson était arrivé en Europe 3 semaines plus tôt. Il n'avait tiré que 200 coups à l'entraînement. Son M1 Garand avait un numéro de série si récent que l'huile d'usine collait encore au mécanisme. Mais Larson avait quelque chose que Model ne comprenait pas, une radio SCR 300 connectée directement à un système d'artillerie qui pouvait mettre 144 obus de 155 mm sur n'importe quelle coordonnée en moins de 4 minutes. Et derrière Larson, à 40 km à l'ouest, 847 camions GMC transportant des munitions roulaient vers le front sans interruption, toute la nuit, tous les jours. Cela ne s'arrêtait jamais. À 05h30, les premiers obus allemands avaient frappé les positions américaines. Model, dans son Panther, avait observé les explosions avec satisfaction. Les bunkers américains s'effondraient. Les arbres explosaient en milliers d'éclats. Pendant 90 minutes, 1200 canons allemands avaient transformé 3 km de forêt en paysage lunaire. Model avait vu cela détruire des régiments soviétiques entiers. Il attendait l'ordre d'avancer sur des positions abandonnées. L'ordre arrive à 07h15. Les Panthers démarrent leur moteur Maybach HL 230 P30 de 700 chevaux. Le rugissement de 120 chars résonne dans la vallée. Ils avancent en formation Kale, pointe de lance, à 25 km/h sur le terrain gelé. Model voit la fumée des positions américaines. Aucun tir de retour. Peut-être que les histoires sont vraies. Peut-être que les Américains ont fui. À 300 mètres, Model entend le premier son qui changera sa vie. Ce n'est pas un coup de fusil. C'est un sifflement aigu, suivi d'une explosion qui fait trembler son Panther de 45 tonnes comme un jouet. Un obus de Saint-Samy vient de s'écraser 12 mètres à sa droite, créant un cratère de 4 mètres de diamètre. Puis un deuxième, un troisième. En 15 secondes, 48 obus transforment la vallée en enfer. Model ne comprend pas. L'artillerie américaine devrait être détruite. Ils ont bombardé ses positions pendant 3 heures. Ce que Model ignore, les canons américains ne sont pas dans les positions qu'il a bombardées. Ils sont 8 km plus loin, hors de portée. Et ils tirent guidés par des observateurs aériens dans des Piper L4 qui volent à 150 mètres d'altitude, invisibles dans les nuages bas. Les coordonnées sont transmises par radio, calculées par des tables de tir mécaniques, et les obus partent en salve de 12, toutes les 90 secondes, sans interruption. Le Panther de Model prend un coup direct sur la tourelle à 07h23 et 47 secondes. L'obus de 151 mm pesant 43 kg frappe l'acier de 100 mm à un angle de 12 degrés. Il ne perce pas, mais l'impact crée une onde de choc qui tue instantanément le chargeur, Gefreiter Hans Zimmermann, 18 ans de Hambourg, en lui fracassant le crâne contre la paroi intérieure. Model, les oreilles saignantes, réussit à faire reculer son char. Il a perdu 40% de son audition. Il ne combattra plus jamais. Sur les 120 Panthers qui ont attaqué à 07h15, 67 sont détruits ou immobilisés à 08h14. Pas par d'autres chars, par de l'artillerie guidée par radio. Les Allemands ont une expression pour cela, Feuerwalze, le rouleau de feu. Mais les Américains l'ont industrialisé. Ils ont transformé l'artillerie en ligne d'assemblage, cible identifiée, coordonnées transmises, salve tirée, 90 secondes. Répété, Paper, observant le carnage depuis son poste de commandement dans un Half-Track SD. AFZ 251 prend une décision. Il ordonne à ses colonnes de contourner Elsenborn par le sud, en utilisant les routes secondaires. C'est plus lent, mais au moins hors de portée de cette artillerie démoniaque. Ces véhicules se mettent en mouvement à 09h30.
Ils roulent vers Stavelot, un petit village sur l'Amblève, où un pont pourrait leur permettre de continuer vers la Meuse. Le Private Larson, dans sa Foxhole, n'a tiré que 24 coups de son M1 Garand. Mais il est vivant. Autour de lui, le paysage ressemble à la surface de la Lune. Mais sa compagnie tient toujours la crête. Le sergent Thomas McKinley, 28 ans du Texas, crie les ordres. Ils reviendront, rechargez les clips, comptez vos grenades. McKinley a combattu en Italie. Il sait que les Allemands sont têtus. Mais il sait aussi quelque chose d'autre. Dans 4 heures, un convoi de 47 camions GMC va livrer 12 000 obus de mortier de 90 mm, 400 000 cartouches de .30-06 et 840 rations K. Peu importe combien de fois les Allemands attaquent, il y aura toujours plus de munitions. À Stavelot, à 15 km au sud, une autre surprise attend Pepper. Le pont est défendu par la compagnie C du 291e bataillon du génie américain. 140 hommes, pas d'infanterie lourde, juste des ingénieurs avec leurs outils. Leur commandant, le major Paul Solis, 32 ans de Californie, a reçu l'ordre de tenir aussi longtemps que possible. Solis sait que c'est un ordre de mort, mais il a aussi 500 kilos d'explosifs TNT sous le pont. Et une conviction, si les Américains ne peuvent pas avoir ce pont, personne ne l'aura. Pepper arrive à Stavelot à 18h42. Il est en retard de 7 heures sur son plan. Il a perdu 89 véhicules. Mais il a encore 500 hommes et 60 chars. Le pont est à 200 mètres. Il ordonne un assaut frontal. 8 Panthers et 4 Studebaker avancent, suivis par 200 Panzergrenadiers. Les ingénieurs américains ouvrent le feu avec tout ce qu'ils ont. 3 M2 Browning, .50, des M1 Carbine, des grenades à main. C'est pathétique comparé aux Panthers. Mais ils tiennent 45 minutes. À 19h27, le major Solis voit le premier Panther atteindre le pont. Il actionne le détonateur. L'explosion projette 40 tonnes de pierre et d'acier à 30 mètres dans les airs. Le Panther, pesant 45 tonnes, bascule dans l'Amblève en flammes. Son équipage de 5 hommes se noie dans l'eau glacée. Le pont n'existe plus. Pepper hurle de rage dans sa radio. Il vient de perdre 8 heures de plus. Il doit trouver un autre pont. Cette histoire nous a demandé beaucoup de temps à préparer et raconter. Si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Cela compte énormément pour nous. Revenons maintenant à l'histoire. Pendant que Pepper cherche désespérément un passage, quelque chose d'extraordinaire se produit 200 km à l'ouest, à Verdun. Le General George S. Patton Jr., commandant de la 3e armée américaine, reçoit l'ordre d'Eisenhower à 23h le 18 décembre. Désengagez 3 divisions de votre offensive en SAR. Pivotez les 90 degrés nord. Attaquez les Ardennes en 48 heures. C'est une demande folle. Déplacer 150 000 hommes, 25 000 véhicules et 1200 pièces d'artillerie de 100 km. Sur des routes glacées, en plein hiver, vers un front actif, en 2 jours. N'importe quelle armée européenne prendrait 2 semaines pour accomplir cela. Patton répond, nous y serons en 36 heures. Mais il tient parole. Le 20 décembre à 11h, la 4e division blindée de Patton frappe le flanc sud du saillant allemand comme un marteau. Les Allemands ne s'y attendaient pas. Impossible, pensait-il. Personne ne peut déplacer une armée entière si vite. Mais les Américains avaient 12. Les 000 camions GMC CCKW, surnommés Jimmy, capables de transporter 2,5 tonnes chacun, roulant jour et nuit avec des phares peints en bleu pour éviter les avions allemands. Ils avaient des dépôts de carburant tous les 50 km. Ils avaient des équipes de signalisation qui dirigeaient le trafic avec des torches électriques. Et ils avaient quelque chose que les Allemands n'avaient plus, assez de carburant. Le Oberst Otto Reimer, commandant de la brigade Führer-Begleit, 32 ans de Berlin, reçoit la nouvelle de l'attaque de Patton à 13h. Il ne peut pas y croire. Ses services de renseignement indiquaient que la 3e armée était encore en Sarre hier. Comment sont-ils ici aujourd'hui? Son adjudant, le major Heinrich Volkmann, 29 ans de Munich, lui apporte une explication terrifiante. Herr Oberst, les Américains ne combattent pas comme nous.
Ils ne planifient pas pendant des semaines. Ils improvisent avec des moyens illimités. Ils peuvent déplacer plus de matériel en 24 heures que nous en un mois. René comprend alors l'horrible vérité. L'Allemagne combat une guerre du 19e siècle avec des tactiques brillantes, mais des ressources épuisées. L'Amérique combat une guerre du 20e siècle avec une logistique médiocre, mais une production infinie. Et dans cette équation, la production gagne toujours. Le 22 décembre, le temps se dégage. À 10h15, le premier vol de 240 Republic P-47 Thunderbolt décolle des bases en France. Ils portent chacun 8 roquettes HVAR de 127 mm et 500 cartouches de .50 pour leurs 8 mitrailleuses. Les pilotes ont une mission simple, détruire tout ce qui bouge sur les routes des Ardennes. En 6 heures, ils effectuent 847 sorties. Ils détruisent 187 véhicules allemands, endommagent 312 autres et tuent environ 600 soldats allemands. Les colonnes allemandes, qui pouvaient avancer à 30 km/h de nuit, sont maintenant immobilisées de jour. Elles ne peuvent bouger que dans l'obscurité, et les nuits de décembre ne durent que 14 heures. Le Kampfgruppe Peiper, après 5 jours d'avance chaotique, se retrouve piégé près de la Gleize le 23 décembre. Peiper a encore 800 hommes et 30 chars, mais plus que 4000 litres de carburant. Les dépôts américains qu'il devait capturer sont tous détruits ou défendus. Il est encerclé par des éléments de 3 divisions américaines, 30 000 hommes qui resserrent l'étau. Peiper envoie un message radio désespéré. Demande instruction, carburant critique, munitions 40%, sortons-nous ou tenons-nous? La réponse du commandement allemand arrive à 02h le 24 décembre. Tenez votre position. Renforts en route. C'est un mensonge. Il n'y a pas de renfort. L'offensive allemande est déjà un échec. Les Américains ont perdu 19 000 hommes tués et blessés, mais ils ont détruit 600 chars allemands et 1600 véhicules. Et surtout, ils n'ont jamais cessé d'attaquer. Pendant que Peiper était piégé, les convois de ravitaillement américains continuaient à rouler. 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le lieutenant Franz Pram, 21 ans de Cologne, membre du Kampfgruppe Peiper, écrit dans son journal le 24 décembre « Nous sommes entourés, nous avons faim, nous avons froid, mais ce qui nous terrifie le plus, c'est le bruit constant. Jour et nuit, nous entendons les moteurs américains, camions, chars, avions, cela ne s'arrête jamais. C'est comme combattre une machine. On détruit un char, 10 arrivent. On abat un avion, 20 décollent. Comment combat-on contre cela? Comment arrête-t-on une avalanche? Dans la nuit du 24 au 25 décembre, Peiper prend la décision qui sauverait 800 vies allemandes. Il abandonne ses véhicules et ordonne à ses hommes de s'échapper à pied à travers les lignes américaines. Ils marchent 40 km dans la neige, laissant derrière eux 30 Panthers, parfaitement fonctionnels, mais sans carburant. Les Américains les récupèrent le lendemain matin. Certains sont réparés et utilisés contre les Allemands dans les semaines suivantes. L'ironie n'échappe à personne. Le Major Al McCown, 31 ans du Kentucky, commandant du 2e bataillon du 119e régiment d'infanterie, est capturé par Peiper le 21 décembre et libéré lors de l'évacuation. Il décrit plus tard son expérience. Peiper était un commandant compétent. Ses hommes étaient courageux, mais ils avaient perdu avant même de commencer. Ils ne comprenaient pas qu'ils combattaient contre Ford Motor Company, General Motors et Standard Oil, pas contre la 99e division d'infanterie. Nous n'étions que les représentants de vente. Le 16 janvier 1945, exactement un mois après le début de l'offensive, les forces américaines reconquièrent toutes les positions perdues. La bataille des Ardennes est terminée. Les Allemands ont perdu 100 000 hommes tués, blessés ou capturés. Ils ont perdu 800 chars et 1000 avions. Mais surtout, ils ont perdu leur dernière réserve mobile. L'armée allemande ne lancera plus jamais d'offensive majeure. Les Américains ont perdu 89 000 hommes tués et blessés. C'est la bataille la plus sanglante de l'histoire américaine après Gettysburg. Mais 3 semaines après la fin de la bataille, toutes les unités américaines sont reconstituées, rééquipées et prêtes à attaquer de nouveau. Comment? Les usines américaines ont produit 5200 chars Sherman pendant la bataille.
Elles ont expédié 850 000 tonnes de munitions en Europe en janvier. Elles ont formé 120 000 soldats de remplacement. La machine ne s'est jamais arrêtée. Le lieutenant-colonel Joachim Peiper survit à la guerre. Il est jugé pour crimes de guerre, massacre de prisonniers américains à Malmedy en 1946, condamné à mort, puis gracié en 1956. Il vit en France sous un faux nom jusqu'en 1976, quand des anciens résistants français découvrent son identité. Sa maison est incendiée, son corps est retrouvé calciné. Il avait 61 ans. Jusqu'à sa mort, il maintenait que l'offensive des Ardennes aurait pu réussir si seulement nous avions eu plus de carburant. Le Private James Larson retourne dans l'Iowa en septembre 1945. Il ne parle jamais de la guerre. Il devient fermier, élève 5 enfants et meurt en 1998 à 73 ans. Dans ses papiers personnels, sa famille découvre une lettre non envoyée datée du 28 décembre 1944. « Maman, ils nous disent que nous avons gagné une grande victoire. Je suppose que c'est vrai, mais je pense surtout aux gars allemands dans leurs chars. Ils étaient aussi terrifiés que moi. La différence, c'est que j'avais des munitions illimitées et eux non. C'est tout. Ce n'est pas du courage, c'est de la logistique. » Le major Paul Solis, qui a fait sauter le pont de Stavelot, reçoit la Distinguished Service Cross. Il retourne en Californie et devient ingénieur civil, construisant des ponts. L'ironie ne lui échappe pas. Il meurt en 1984 à 72 ans. À ses funérailles, un ancien soldat allemand du Kampfgruppe Peiper, établi aux États-Unis depuis 1950, dépose une gerbe avec cette inscription. « À l'homme qui m'a retardé de 8 heures et m'a ainsi sauvé la vie. Merci. » Le général Patton écrit dans son journal le 30 décembre « Les Allemands sont les meilleurs soldats tactiques du monde, mais ils ont perdu parce qu'ils pensent que la guerre est une question de courage et de compétence. Nous avons compris que la guerre moderne est une question de production et de logistique. Un soldat américain moyen avec des munitions illimitées bat un soldat allemand d'élite à court de munitions. Toujours. L'analyse historique révèle que l'offensive allemande a échoué principalement à cause de 5 facteurs logistiques. Le carburant. Les Allemands ont commencé avec 5 millions de litres, suffisant pour 150 km. Ils avaient besoin de capturer 10 millions de litres supplémentaires. Ils en ont capturé 0. Les munitions. Les Américains tiraient 5000 obus d'artillerie par jour. Les Allemands, 500. Après 5 jours, les canons allemands étaient silencieux. Les pièces de rechange. Un Sherman endommagé était réparé en moyenne en 36 heures. Un Panther, jamais, car les pièces étaient en Allemagne. La supériorité aérienne. Les Américains effectuaient 8000 sorties par jour quand le temps le permettait. Les Allemands, 200. La capacité de remplacement. Chaque division américaine détruite était reconstituée en 2 semaines. Les divisions allemandes détruites cessaient simplement d'exister. Le vétéran SS Otto Kumm, qui commandait un régiment dans les Ardennes, écrivit en 1953 « Nous avons combattu avec des tactiques du 19e siècle contre une armée du 21e siècle. Nous avions l'esprit, ils avaient les usines. Dans la guerre moderne, les usines gagnent toujours. Les statistiques finales de la bataille sont révélatrices. Les Américains ont consommé 2,4 millions d'obus d'artillerie, 89 millions de cartouches de petit calibre et 45 000 tonnes de bombes aériennes. Les Allemands ont consommé 600 000 obus, 23 millions de cartouches et 8 000 tonnes de bombes. Le ratio était de 4 pour 1, et c'était le dernier carburant et les dernières munitions que l'Allemagne possédait. La leçon de la bataille des Ardennes n'est pas que les Américains étaient de meilleurs soldats que les Allemands. Les vétérans des 2 côtés s'accordent à dire que, homme pour homme, les unités allemandes étaient supérieures en tactique et en entraînement. La leçon est que dans la guerre industrielle moderne, la capacité de production et de logistique écrase la compétence tactique. Un soldat médiocre avec des ressources illimitées bat un soldat brillant à court de munitions. Toujours. Cette réalité brutale était évidente pour les commandants allemands dès le 3e jour de l'offensive. Le général Hasso von Manteuffel, commandant de la 5e Panzerarmee, écrivit dans son rapport du 19 décembre «
L'ennemi remplace ses pertes plus vite que nous ne pouvons les infliger. Nous détruisons un régiment américain. Le lendemain, un nouveau régiment américain arrive. Nous n'avons pas de remplacement. C'est une équation impossible. Le mythe de la suprématie guerrière germanique s'est brisé dans les forêts gelées des Ardennes contre la réalité de la production industrielle américaine. Les Panthers étaient supérieurs aux Sherman. Les Panzergrenadiers étaient mieux entraînés que l'infanterie américaine. Mais pour chaque Panther, il y avait 5 Sherman. Pour chaque Panzergrenadier, il y avait 3 GIs. Et derrière chaque GI, il y avait une chaîne logistique capable de le nourrir, l'équiper et le ravitailler indéfiniment. Le jour où l'armée d'Hitler découvrit que les Américains ne s'arrêtaient jamais n'était pas un jour unique. C'était chaque jour de décembre 1944, quand les convois roulaient sans fin, quand les avions décollaient par centaines, quand les usines produisaient des armes 24 heures sur 24. L'Amérique avait transformé la guerre en processus industriel. Et contre un processus industriel, le courage individuel et l'excellence tactique ne suffisent pas. L'histoire suivante que nous avons préparée pour vous est tout aussi fascinante. Ne manquez rien en vous abonnant et en activant la cloche de notification.